Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan de lecture du mois d'août. Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'à chaque fois que je suis dans un mois où je travaille beaucoup, c'est plus ou moins là où je vais lire le plus. C'est vraiment assez troublant. Je sais pas comment je fais, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais c'est toujours un peu ce que je constate. Donc pour le mois d'août, j'ai réussi à faire mes petits chiffres, et donc je peux vous dire que j'ai lu 23 livres, donc 23, ouais c'est ça, j'ai lu 23 livres, donc il y a autant des livres jeunesse que du roman policier, que de la fiction historique, du contemporain, du feel good, de la non-fiction aussi. J'ai vraiment lu pas mal de choses variées, d'ailleurs je vais vous le dire un peu ici. Donc en gros j'ai lu 17 romans, que ce soit jeunesse ou adulte, j'ai lu 2 BD, 3 albums jeunesse, un manga webtoon, et je pense que c'est bon par rapport à ça. J'ai lu, donc après au niveau des genres, comme je vous dis, j'ai lu 3 thrillers, donc un cozy mystery, un classique, 6 livres jeunesse et ado, 6 contemporains et feel good, 2 non-fiction, 5 fictions historiques et une romance. Donc c'est vraiment très varié encore, vous pouvez le voir. Au niveau des supports que j'ai utilisés pour lire, j'ai pris 19 livres papier, 2 e-books et 2 livres audio. Donc ce qui est pas mal du tout. J'ai sorti 3 livres de ma pile à lire et j'ai lu 20 services de presse. Donc là, j'étais vraiment à fond dans un mois où je voulais lire à fond les services de presse pour pouvoir les enlever au fur et à mesure, et que j'en ai de moins en moins, pour pas être tout simplement débordée par la suite. Et si on commençait par tout ce qui est noir, polar, thriller, cozy mystery, c'est ce que j'avais devant moi, donc je commence par ça. Alors pour le premier livre que je vais vous présenter, il est là juste devant moi, c'est Meurtre à la page de T.A. Williams aux éditions City. Voilà, et donc je remercie Eric Poupé pour l'envoi. Donc au niveau de la 4e de couverture, hop, je vous la mets ici, comme ça vous pouvez lire. Donc j'ai bien aimé cette histoire-là. Donc là c'est le cozy mystery que j'ai lu. C'est un ancien flic qui part à la retraite, et ses anciens collègues donc lui ont fait un petit cadeau, et c'est un stage d'écriture mais érotique en Italie. Et lui il n'écrit pas du tout dans ce genre-là, mais je pense que c'est une blague que lui ont fait ses collègues. Donc il y va un peu à reculons, parce que forcément il se dit je vais être avec des gens qui sont louches, qui sont pas normaux, qui ont des problèmes dans leur tête. Et lorsqu'il arrive là-bas, en fait il se rend compte que finalement il est avec des gens normaux autour de lui. Mais il va s'avérer que le lendemain, ou en tout cas quelques heures après, un meurtre va être commis dans l'endroit où ils vont loger. Et forcément c'est un peu comme un huis clos, puisqu'ils sont dans une grande demeure où il y a toutes les personnes qui sont là pour le stage. Il y a un écrivain, il y a sa femme, la sœur et d'autres personnes qui cogitent autour. Mais c'est vraiment une très belle histoire. J'ai bien aimé l'écriture, elle est très fluide, on est vraiment immergé dedans très facilement, on prend vraiment du plaisir à lire le livre. On sait que c'est un cozy mystery, donc dans cozy il y a quelque chose d'un peu chaleureux, on s'attache au personnage. Moi je me suis bien attachée donc à cet ancien flic, Dan Armstrong, et dans l'histoire il y a un chien, et il va un peu s'enticher de lui, et puis il va essayer de résoudre cette petite enquête avec le chien. Et aussi il y a la police qui sera quand même à côté pour pouvoir essayer de résoudre cette affaire aussi. Donc c'est vraiment une très belle histoire si vous voulez passer un moment tranquille, mais un peu avec du polar, un peu avec des énigmes, des enquêtes, tout ça. Franchement, ce livre-là, prenez-le, lisez-le, ça va être une série qui va être vraiment sympa. C'est le premier tome, je ne sais pas combien il y en aura, mais moi je pense que je continuerai, je poursuivrai la saga, parce que c'est vraiment, j'ai bien aimé. En plus en Italie, en Toscane, j'y suis pas allée dans cette région-là en Italie, mais ça donne envie, il fait beau, il fait chaud, et puis c'est sympa, c'est dépaysant en fait. Un livre que j'ai lu en lecture commune avec les lectures de Manon, vous pourrez aller voir sa chaîne là, elle a une chaîne YouTube aussi, et elle est sur Instagram, c'est Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. Donc j'avais entendu pas mal parler de cette autrice-là, mais j'avais rien lu de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait écrit. Et ce que j'avais vu, c'était qu'il y avait un livre qui passait tout le temps sur les réseaux, c'est Où tu seras reine, si je me trompe pas sur le titre, du mal à le retenir celui-là. Et tellement de gens en disaient du bien que ça m'a vraiment intriguée. Je l'ai pas encore acheté, ou je me le suis pas procuré, mais je pense que c'est un livre que je lirai prochainement, parce qu'apparemment c'est vraiment un de ses meilleurs bouquins. Donc voilà, donc on a choisi celui-ci parce Manon avait lu quasiment presque tous les livres, et il lui en restait 2 à lire je pense, dont celui-ci et un autre, mais je me rappelle pas de l'autre titre. Donc aux éditions L'Archipel, Délivre-nous du mal, Christelle Duchamp. Et là en fait on est dans une histoire vraiment pas mal. Alors faut que je m'en rappelle, parce que c'était au tout début du mois qu'on l'a lu je pense. On est en février 2018, on a Anaïs, oui c'est ça, qui sollicite l'aide de son ami Thomas Missot, un commandant à la PJ de Lyon.
Parce qu'en fait, pour elle, sa sœur a disparu. Elle est allée chez elle et en fait, tout est resté en place, son portefeuille, son sac à main, tout ça, mais elle n'est plus là et ça se sent qu'elle est plus là depuis quelques jours. Donc elle se dit, il y a un truc louche, c'est pas normal qu'elle soit partie sans ses affaires. Donc elle va essayer de pousser ce flic à ouvrir l'enquête pour savoir un peu ce qui s'est passé. Ensuite, on a les mois qui passent, l'enquête n'avance pas et il y a d'autres jeunes femmes qui vont se volatiliser un peu dans le même genre que la sœur d'Anaïs et un jour on va retrouver un corps et à partir de là l'enquête va reprendre un peu d'élan, on va dire, et on va se rendre compte en fait que c'est pas juste un meurtre isolé, ce sont des meurtres en série, il y a quelqu'un derrière tout ça et qui tue plusieurs femmes. Voilà. Thomas sait désormais que le tueur en série sévit dans la région, mais il ignore encore que les cadavres ne sont que la partie immergée du plan machiavélique d'un individu avide de vengeance. Voilà, donc on y parle de vengeance. C'est vraiment bien fait. Au niveau de la chronologie dans le bouquin, c'est un peu différent, je pense, de ce qu'on peut lire d'habitude. On avait en février 2018 dans le prologue, ensuite on passe à mars 2019, puis ensuite on passe à janvier 2020, et après on est dans la première partie où on retourne en 2018. Et en fait, c'est toujours un petit peu comme ça, quoi. Première partie, donc de 2018 à 2020, si je me trompe pas. La deuxième partie, c'est ça. Première partie en 2018, deuxième partie en 2019, et ensuite on a une troisième partie normalement que je la retrouve. Hop. Ouais, troisième partie. Donc en 2020 et en fait l'histoire se déroule vraiment sur 3 années. Puis après on a un épilogue à la fin, si je me rappelle bien, oui, où on est 6 mois après, donc 2020. C'est bien fait, les personnages sont bien construits, la psychologie des personnages, tout ça aussi c'est vraiment très intéressant. J'ai bien aimé la plume de l'autrice et je me suis vraiment laissée emporter par cette histoire. Donc c'est bien, en plus c'est une autrice française, donc c'est cool. Ça permet aussi de pouvoir les mettre en avant. Donc si jamais vous n'avez pas lu de thriller d'auteur français, en plus une femme, n'hésitez pas à aller lire cette autrice. Moi je n'ai lu que ce bouquin pour l'instant, mais apparemment ces autres bouquins sont vraiment géniaux aussi. Donc je vous encourage à aller lire si ça vous intéresse. Je suis bien rentrée dans l'histoire, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment sympa. Ensuite, un livre que j'ai lu en service de presse, c'est Paul Cesboué, l'auteur qui m'a envoyé un message pour me demander si je voulais bien lire son bouquin. Donc j'ai regardé la 4e de couverture pour voir si ça pouvait m'intéresser, et oui, donc je lui ai dit oui, aux éditions Ex-Aequo, et en plus c'est un livre très court qui fait à peine 120 pages. Je me suis dit, mais comment l'histoire elle va pouvoir être racontée en si peu de pages? Et c'était vraiment bien fait. On est à Meurtre à marée montante, donc c'est une histoire en fait où on a Elisabeth Héroux qui est partie pour travailler tout ça, et elle rentre dans son village natal, donc dans un village normand. Quelques jours après, il y a un ostréiculteur qui est retrouvé mort sur un peu la plage, quoi, sur le bord de la plage. La police pense que c'est un accident, qu'il est tombé, c'était la nuit, il faisait noir, tout ça, et c'est tout, il n'y a pas eu de bol. Mais elle et un autre gars, ils sont plutôt dans une optique de se dire, il s'est peut-être suicidé, parce que le gars, il connaissait tous les chemins par cœur, il a vécu toute sa vie là, c'est pas possible qu'il tombe comme ça, c'est un peu louche, quoi. Donc ils vont commencer un petit peu à enquêter, Elisabeth et une personne qui sont à côté d'elle, et ils vont se rendre compte en fait que l'histoire est bien plus compliquée que ça. C'est certainement pas un accident. Le suicide, finalement on n'est pas trop sûr, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, et du coup elle va mener un peu sa petite enquête. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu comparé à une sorte de cozy mystery, dans le sens où en fait c'est pas la police, elle n'est pas policière, mais elle va mener une enquête, alors que les policiers à côté eux ils sont plutôt dans une optique, c'est un accident et puis voilà, c'est tout. Donc c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé la plume aussi, c'est sympa, c'est bien écrit, on s'immerge vraiment totalement et tout de suite dans l'histoire, puisque 120 pages, on est obligé d'aller vraiment tout de suite dans le vif du sujet, et c'est ça qui est bien, on tourne pas autour du pot. Donc franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment sympa comme histoire, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, et franchement l'enquête était pas mal du tout. Donc à lire si ça vous intéresse, et c'est encore un auteur français, donc encourageons-les, c'est super important. On va passer dans tout ce qui est contemporain, feel good, littérature générale.
Et là, donc j'en ai 6. J'ai envie de commencer par la BD Croisade que j'ai reçue des éditions Grand Angle, donc merci à eux. Et franchement, c'était sympa. Donc écrit par Pelaez et Séjourné. Elle est sortie vraiment très récemment, le 20 août, puisque j'ai la fiche ici. Donc elle fait 152 pages. Vous pouvez les trouver dans toutes les librairies pour 22,90 €. Et donc au niveau de cette histoire, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est une BD qui raconte un peu l'histoire d'une famille qui est issue d'une lignée aristocratique, et donc ils ont une belle demeure dans la campagne. Et en fait, le champ à côté, donc il y a rien, c'est pas habité, rien du tout, rien ne s'y fait vraiment. Je pense que c'est une prairie un peu comme ça. Un jour, ils se rendent compte, cette famille-là, qu'il y a des promoteurs qui veulent construire quelque chose là, donc des maisons, parce qu'en fait, vous savez que dans chaque ville, il faut qu'il y ait quelques logements sociaux, et donc c'est un peu ce que la mairie dit par rapport à ce projet-là, qu'il faut que ça se construise quelque part, et donc ils ont choisi ce terrain-là. Donc cette famille aristocratique, en fait, elle n'est pas d'accord avec ça, parce qu'ils se disent « Oh non, notre tranquillité, ça, voilà, ils n'auront plus ça, en fait. » Et du coup, ils vont essayer de créer une sorte de... comment dire, faire un peu la manif. Ils vont essayer de contrer en fait ce projet-là, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de plus mauvais derrière ça. Ce sera pas juste des habitations. Apparemment, il y aurait peut-être un centre commercial. Bref, un gros truc qui va se faire derrière là, et pas forcément de manière très carrée, droite, légale. Donc, ils vont mener un peu leur petite enquête. Ils vont trouver des personnes qui sont un peu du genre à faire des manifestations, aller un peu partout en France et faire des manifs là où il faut pour des projets dont ils... Comment dire, pour des projets qui les tiennent un peu à cœur, qui suivent un peu leurs convictions, on va dire. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que dans cette famille-là, il y a le père et la mère qui se vouvoient, qui ont un langage très soutenu, avec des mots qu'on n'utilise plus forcément. Ils ont 2 enfants qui sont ados, à peu près 18-20 ans, je pense, qui eux parlent normalement, qui ont des amis, tout ça, mais voilà, c'est une famille qui est quand même assez touchante, ils sont bien ensemble, ils sont très proches, tout ça, et donc ils vont vraiment s'entraider les uns les autres, et avec donc toutes ces personnes qui viennent les aider pour pouvoir mener un peu à bien leur manif, leur contre-attaque par rapport à ce projet-là. Donc j'ai bien aimé, c'était sympa, et donc en gros l'histoire c'est est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, et donc ça je vous le dis pas forcément parce que ça serait un peu spoiler l'histoire, mais franchement j'ai passé un super bon moment avec cette BD, les dessins sont pas mal du tout, voilà. Donc franchement, si vous aimez lire des BD ou vous avez envie d'en lire, cette histoire est pas mal, il y a de l'humour, c'est drôle, il y a de l'histoire, il y a des thèmes pas mal au niveau de un petit peu l'environnement, les gens qui nous entourent, la société, les différentes couches sociales, voilà, il y a un peu de tout et c'est vraiment sympa, on peut s'y retrouver, tout le monde peut s'y retrouver un peu dans cette histoire. En tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir, voilà. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, donc c'est Partir un jour de Véronique Yellard aux éditions City. Merci Eric Poupé pour l'envoi. Et franchement, c'était pas mal du tout cette histoire-là. On est dans un contexte où on a 3 femmes qui ne se connaissent pas, mais elles ont un point en commun, c'est-à-dire que dans leur vie, ça ne va pas, elles sont un peu à la dérive. Donc là, je vous raconte un peu la 4e de couverture. Donc on a Tony, une maman volubile, un peu trop dévouée à sa famille. On a Mia, une trentenaire qui se cherche, et Esther qui vit depuis trop longtemps sous emprise. Et donc un jour, en fait, elles vont rentrer dans un programme de vacances où elles vont aller sur un voilier, et c'est que un voilier où il y aura des femmes. Donc ce sera essentiellement ces 3 femmes-là, plus le skipper, celui qui va les emmener de ville en ville jusqu'à l'Italie, si je ne me trompe pas. Ou l'Espagne, je ne sais plus. Et donc en fait, au fur et à mesure qu'elles vont faire ce chemin ensemble, elles ne se connaissent pas du tout. Au début, elles vont se regarder un petit peu comme ça, elles vont se dire on n'a rien en commun, comment on va faire pour le voyage. C'est pas évident quand vous faites des vacances ou quand vous allez quelque part et vous connaissez pas du tout les gens qui sont en face de vous, vous n'avez pas forcément le même âge, vous venez pas forcément du même milieu socio-culturel. Donc voilà, est-ce que c'est facile de pouvoir trouver des points communs et de passer des bons moments ensemble? Donc c'est un peu ce qui va se passer dans cette histoire-là. Ils vont faire des excursions ensemble, donc ils vont devoir parler, échanger, communiquer. Lorsqu'ils vont manger aussi le midi, le soir, prendre le petit-déj, c'est toujours ensemble aussi. Donc voilà, il y aura plein de façons et de moments où ils vont devoir communiquer, échanger ensemble. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on passe du temps avec des gens, on se livre en fait. Alors on peut se livrer, il y a des gens qui vont se livrer facilement, d'autres vont avoir une grosse carapace. C'est un peu comme ça dans ce bouquin-là, et on va se rendre compte que chacun a des secrets dans sa propre vie et a besoin alors soit d'en sortir, soit d'en guérir, soit de pouvoir se libérer de tout ça. Et en fait,
cette histoire va relier un peu toutes ces femmes ensemble et va montrer un peu que voilà, la cohésion, l'entraide, tout ça, ça peut être bénéfique, ça peut être vraiment bienfaiteur, ça peut être bienfaisant, ça peut être bien, ça peut être très bénéfique, je reviens sur ce mot-là, pour les uns et les autres. Mais j'en dis pas plus parce que sinon, forcément, je vais vous dévoiler un peu trop l'histoire. C'est vraiment sympa si vous voulez quelque chose de tranquille, où il y a quand même des bons personnages qui sont bien décrits, la psychologie aussi des personnages, je trouve qu'elle est quand même bien travaillée aussi là-dedans. Enfin, c'est vraiment sympa. Et ce que j'aime bien aimer aussi, c'est qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à nous-mêmes. Moi, je sais que le fait d'avoir lu l'histoire de ces 3 femmes, eh bien, ça m'a fait me poser et réfléchir à ma propre vie sur certaines choses. Et ça, j'aime bien aussi. C'est toujours bien aussi de prendre du recul sur sa propre vie et se dire, voilà, moi où j'en suis aujourd'hui, dans tel ou tel domaine, est-ce que je suis là où j'avais envie d'être? Est-ce que je peux faire encore mieux? Est-ce que tout mon potentiel est exploiter, plein de choses comme ça en fait. Et ce genre de bouquin là, je trouve que c'est sympa parce que c'est pas juste un feel good, c'est pas juste un contemporain, c'est vraiment un livre qui va nous faire réfléchir sur nous-mêmes et qui peut nous aider à grandir finalement et aller plus loin dans notre propre vie. Donc je le conseille vraiment. Ensuite, ces 2 bouquins là, je les ai lus pour le jury du Challenge Game Master dont je vous ai parlé. J'avais 6 livres à lire et donc c'était les deux avant-derniers, parce que j'en ai lu un autre après que je vous montrerai dans le prochain bilan au mois de septembre. Donc je vais commencer par Le Garçon venu de la mer, puisque je l'ai lu avant. Alors mes souvenirs sont un peu plus lointains. Donc c'est de Garrett Carr aux éditions, donc je viens de le dire, Gallmeister. Et c'est une histoire assez troublante. J'en avais peut-être parlé un petit peu dans les derniers vlogs au mois de début août, ou en tout cas fin juillet. Plutôt début août. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une histoire assez contemplative, un peu d'une sorte d'atmosphère où c'est pas forcément là où vous allez avoir énormément d'action, où vous allez avoir beaucoup de rebondissements, ce genre de choses. Il y en a bien sûr, mais c'est vraiment un récit de vie qui finalement pourrait être le récit de vie de beaucoup de personnes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez lent dans la manière dont c'est raconté. Donc si vous aimez pas forcément des livres où c'est trop tranquille, je pense pas que ce serait bien de le lire. Après, si vous aimez un peu tout ce qui est nature writing, où justement on va faire beaucoup de descriptions de la nature autour, on va se concentrer un peu sur 1 ou 2 personnages, là vous pouvez aller lire ce livre-là, parce qu'en fait cette histoire elle raconte l'histoire d'un petit garçon, un petit bébé qui a été retrouvé sur la plage d'une petite ville, donc en Irlande, et un pêcheur local et sa femme vont le recueillir chez eux. Ils ont déjà un petit garçon, mais ils vont adopter ce petit garçon-là qui, on ne sait pas d'où il vient et qui est la mère. Donc ils vont le garder avec lui, il va grandir avec eux, et donc en gros on va avoir à peu près 2 décennies, je pense, de la vie de cet enfant et de la famille finalement autour. On va se rendre compte que c'est pas évident parce que, alors le père il aime beaucoup cet enfant, la mère aussi au fur et à mesure elle s'y attache, mais le petit garçon, le premier fils, donc le fils de sang de cette famille-là, ne va jamais l'aimer, ne va jamais l'accepter, donc il y aura toujours un peu une dualité entre ces 2 enfants. Ce deuxième enfant qui a été adopté, lui, il n'est pas vraiment dans l'agression, dans le fait d'être méchant avec l'autre, il veut justement être aimé par son grand frère, mais il n'y arrive pas forcément. Il a aussi des comportements qui peuvent paraître un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'il va aller chez les gens, il va parler avec eux, il va leur faire du bien, ce genre de choses-là, et en fait c'est des choses qui ne sont pas que sa famille, en tout cas que son frère ne vont pas aimer. Et bref, il y a plein de choses comme ça qui vont se passer. Et ce qui est assez intéressant dans ce livre-là, c'est que c'est écrit à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Le narrateur, c'est nous. Et en fait, nous, ça parle du village, des gens en fait du village. Et c'est un peu cette vision-là qui est mise dans ce bouquin-là. Donc c'est eux qui parlent. On voit que parfois, dans les phrases, on dit... Je vais vous donner des petits exemples pour que vous puissiez un peu plus vous immerger là-dedans, mais il faudrait que je prenne le début d'un chapitre, parce que souvent on le voit dans le début des chapitres. La ronde des saisons se poursuivit. La fête foraine arriva, puis repartit. Nos enfants retournèrent à l'école et nous dépassâmes Noël. Il y eut des gelées, le linge fut raidi par le froid sur des fils et nous dûmes faire attention au verglas noir sur les routes. Donc c'est vraiment raconté comme ça. Et c'est ça qui est assez troublant au départ. Moi, ça m'a un peu troublé, mais après, on s'y fait, y a pas de souci, on s'y habitue. Prochain chapitre, la ronde des saisons se poursuivit avec des journées de fort crachin, de grosses masses pluvieuses venant de l'Atlantique. C'est comme de vivre dans un nuage, disions-nous. Suzanne Maggie eut une prothèse de la hanche, un écueil qui n'était pas recensé sur les cartes.
Stank McHugh fut parti sur le fait de voler un steak dans une boutique. Bref, on raconte un peu la vie des villageois, tout ça, et c'est un peu comme ça la vision qu'on a aussi de ce garçon en fait venu de la mer. Donc il n'y a rien de transcendant, je trouve, dans l'histoire. J'ai eu du mal un peu à m'attacher au personnage, à l'histoire en elle-même. J'ai aimé, mais sans plus. Si on me l'avait pas proposé pour le jury, je me serais pas forcément tournée sur ce bouquin-là. Je suis contente de l'avoir lu, mais ça restera pas gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Donc si vous êtes assez curieux, vous aimez lire un peu des livres qui changent un peu de l'ordinaire, par contre, n'hésitez pas à aller le lire. Ça se passe en Irlande, on a aussi pas mal de descriptifs de la nature, tout ça, et on décrit vraiment la vie d'une famille en fait, et avec la vision du village autour aussi. Donc c'est quand même pas mal, ça change vraiment de ce qu'on peut lire habituellement, quoi. Ensuite, donc toujours pour le jury, j'ai lu celui-ci, Big Chief, de John Hickey, et pareil, j'ai été un peu déstabilisée, mais je suis sortie aussi encore une fois de ma zone de confort en lisant ce bouquin-là, parce qu'ici on est dans une histoire complètement différente de la première, mais une histoire qui se passe sur quelques jours, c'est-à-dire qu'en fait on a une réserve indienne qui doit faire réélire son président, et le président actuel, il n'est pas bien vu, il faut qu'il arrive à gagner des points auprès de toutes les personnes pour pouvoir être réélu, et donc le conseiller, donc c'est Mitch Caddo, donc celui-ci il a grandi dans la réserve, mais il est parti pour faire ses études, il est revenu, et en fait il s'est jamais vraiment senti comme une personne à part entière de cette réserve, et donc il se pose plein de questions sur lui-même, tout ça, sa place, sa légitimité, plein de choses comme ça, mais il va quand même aider le président à être élu, tout ça, et en fait on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien, qui sont un peu illégales, tout ça, et en fait Mitch il commence à se poser, à prendre du recul par rapport à tout ça, il se dit mais c'est pas moi, il a toujours été quelqu'un de bien, donc il a perdu ses parents, il a été élevé par une autre famille de la réserve, et en fait il a toujours été bien, on l'a aidé, on l'a soutenu, et là il se dit ouais mais c'est pas forcément ce que je veux là où je suis maintenant, en tout cas la manière dont je suis en train de faire mon boulot, j'aime pas trop. Et du coup en fait ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire là, c'est qu'on voit donc du coup les jours qui précèdent cette élection, ensuite on aura l'élection, et on se rend compte que il y a vraiment une quête d'identité en fait sur lui-même, et il se cherche et il essaie de trouver un peu là où il doit être. Il est toujours pas à sa place peut-être, et il a besoin en fait de se trouver. Et donc dans ce bouquin-là, dans cette histoire, on voit vraiment cette évolution de ce personnage-là. J'ai bien aimé cette partie sur lui en fait. Et après les personnes qui l'entourent aussi, il y en a quelques-unes qui m'ont intéressée plus que d'autres m'ont un peu énervée. L'histoire, on y parle un peu forcément un peu de la politique de la réserve, mais c'est pas, je trouve que ça va, c'est pas trop prenant, donc j'ai bien aimé. Je trouvais un petit peu longué, je trouve, l'histoire, mais c'était intéressant. Si vous avez envie de lire un peu là-dessus, sur tout ce qui est réserve indienne, comment ça se passe, le fonctionnement, une élection, tout ça, et comment ils sont vus par rapport aux blancs et inversement, ça peut être intéressant d'aller lire ce bouquin-là. Franchement, je suis contente de l'avoir lu parce que c'était vraiment un livre une histoire que j'ai pas l'habitude de lire en fait, donc j'ai bien aimé. Au niveau des contemporains, du coup, je vous en ai parlé de 4 et il m'en reste 2, donc je pense que je les ai lus en e-book forcément. J'ai lu aussi, je vous mets là, alors c'était plutôt en écoute, La Bibliothèque des Petits Miracles, donc de Freya Sampson, et donc initialement aux éditions Nami, et moi j'ai écouté avec les éditions Telem, donc en audio sur Audible, donc et toujours moi en ce moment quand j'écoute des livres audio sur Audible, je laisse le crédit audio à mon mari, et moi j'écoute en fait des histoires qui sont incluses dans l'abonnement, donc on n'a pas besoin de crédit pour les écouter. Donc j'ai écouté cette histoire là, et alors franchement je saurais plus trop vous dire de quoi ça parle. Ouais, alors je vous fais un bref topo parce que j'ai déjà oublié, et après c'est pas ma meilleure mémoire l'audio, donc j'oublie encore plus vite que quand je lis. Mais en gros, donc on a l'histoire d'une fille, je peux plus vous dire son nom, qui travaille dans une bibliothèque, et voilà, oui, ouais, c'était sympa comme histoire. Je commence à m'en rappeler. Donc cette fille travaille dans une bibliothèque. Sa mère était bibliothécaire avant elle, et donc en fait c'est un petit village, tout ça, pas énormément de monde. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent à la bibliothèque, donc on apprend à les connaître, tout ça, on s'attache au personnage, ça, il y a pas de souci. Et en fait, la bibliothèque est menacée d'être fermée, donc avec d'autres bibliothèques parce que coupe budgétaire, il y a pas l'argent pour. Franchement, l'histoire est pas mal parce qu'on va essayer de voir un peu comment les gens vont
s'en sortir pour essayer de faire en sorte de contrer cette décision, de faire en sorte que la bibliothèque ne ferme pas. Par contre, ceux qui travaillent dans la bibliothèque ne peuvent pas faire des actions, mener des actions, des manifestations pour essayer de garder la bibliothèque verte. Donc cette fille, elle est vraiment ballottée entre deux choix, parce qu'en fait elle a envie d'aider, elle a pas envie que cette bibliothèque elle ferme, mais elle a pas la possibilité d'aller avec les villageois pour aider et faire toutes ces actions pour que cette bibliothèque ne ferme pas. Donc les gens vont croire qu'elle s'en fiche de son boulot, qu'elle s'en fiche que la bibliothèque elle se ferme, et du coup elle est vraiment déçue, un peu meurtrie, parce que c'est pas du tout son avis, c'est pas du tout comment elle ressent les choses, mais c'est ce que les gens pensent, c'est l'impression qu'ils ont. Donc au fur et à mesure on va se rendre compte qu'elle va prendre un pseudo sur internet et elle va essayer de les aider d'une manière un peu détournée. Et par la suite on va voir que voilà, ça va aller un petit peu plus loin, mais j'en dis pas plus. Franchement, ce que je peux retenir de ce bouquin-là, c'est que bon, franchement, c'est un feel good, donc ça se termine bien. Après, il y a des événements qui vont être difficiles, un peu dramatiques, lourds. Elle a un passé qui est pas facile. C'est une fille qui est très introvertie, qui est fermée sur elle-même, et du coup, c'est très compliqué pour elle de s'ouvrir aux autres, de parler devant les autres. Si on veut venir l'aider ou autre, c'est très compliqué. Elle n'arrive pas à sortir de sa carapace, elle se protège trop. Franchement, c'est une histoire vraiment sympa. Encore une fois, si vous voulez un livre tranquille, n'hésitez pas à le lire en version papier, donc c'est chez Nami, et sinon sur audio, donc Audible, vous pouvez le trouver partout, les éditions Telem. Franchement, c'était vraiment sympa, j'ai passé un très bon moment à écouter cette histoire. Puis ça se passe dans une bibliothèque avec des bouquins, donc des fois il y a des petites références à certains auteurs, à certaines histoires, et c'était vraiment pas mal du tout, je vous l'assure. Alors celui-ci, on peut mettre en jeunesse, on peut mettre en adulte, donc je le parle maintenant, ça fera une petite transition. La valse des montagnes, donc de Ana Aparicio Catala, et c'est aux éditions Aventurier d'ailleurs. C'est la première BD que je lis de leur part, et c'est pas mal du tout. Ça parle de musique. Jouer de l'accordéon, c'est comme respirer. En 1931, Amandine est une jeune musicienne qui a tout sacrifié pour sa passion de la musique, quitte à se perdre un peu. Quand un mystérieux courrier l'invite à jouer le soir de la Toussaint dans un petit village reculé des Pyrénées, elle prend conscience que la moindre fausse note pourrait s'avérer fatale. Donc ici, on est un peu dans une histoire contemporaine, mais un petit peu, on va limite dans la fantaisie aussi, dans l'imaginaire. Donc ça fait une petite transition aussi, et pour la jeunesse aussi, parce qu'on y parle d'une jeune fille qui a la vingtaine, je pense, et donc voilà, elle a plus trop de famille, ses parents, je pense, sont décédés dans un accident ou quelque chose comme ça, il lui restait son grand-père, mais bon voilà, maintenant il est décédé aussi. Donc elle prend sa vie en main, elle est devenue une grande musicienne, c'est son grand-père qui l'a initiée à l'accordéon, et donc elle fait plein de concerts, et en fait elle n'a pas vraiment de vie à elle-même, elle est toujours par-ci, par-là à faire des concerts, et elle ne vit pas réellement pour elle-même. Mais elle a vraiment un don, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'elle joue, c'est vraiment avec l'âme qu'elle joue, et elle sait faire passer vraiment beaucoup d'émotions. Donc elle reçoit, comme je l'ai lu tout à l'heure, une lettre de quelqu'un qui lui demande de venir jouer dans leur petit village, et donc elle va aller là-bas, et en fait elle va se rendre compte que elle doit rester quelques jours, elle doit apprendre une partition particulière, et il faut surtout pas qu'elle joue une fausse note, sinon ça pourrait s'avérer terrible pour le village, mais je n'en dis pas plus, parce que sinon je vais tout dévoiler l'intrigue, et c'est pas ce que je veux. Et franchement, c'était vraiment pas mal, et donc je vous montre quelques images qui sont vraiment jolies aussi. J'ai bien aimé, donc un peu, si vous aimez tout ce qui est sur la musique, sur une histoire un petit peu qui sort un peu de l'ordinaire, là, dont on va un peu dans l'imaginaire, il y a un peu une sorte de magie, on va dire. Donc on est vraiment entre les deux, entre le réel et l'imaginaire. Et donc au niveau de la sortie, il est sorti le 20 août, donc ça fait un peu moins d'un mois. Franchement, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette BD là? Non, à la frontière du mystique et de l'étrange, l'autrice nous livre un récit initiatique rempli de mystères, brouillant la ligne ténue du songe et de la réalité. C'est un peu ce que je viens de vous dire, donc ça va, j'ai bien résumé la chose. Non, j'ai bien aimé, franchement. Et en plus, la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que ça fait un peu automnal, les couleurs qui sont mises dessus. En plus, ça se passe à l'automne, donc c'est bien. Ça peut être quelque chose qui peut rentrer dans votre pile à lire de l'automne. Autant continuer un petit peu avec la jeunesse, puisque j'étais à moitié adulte jeunesse. Alors, j'ai lu ce webtoon, donc je vous en ai déjà parlé de la collection webtoon chez les éditions Milan, donc merci à eux pour cet envoi. Ici, on est dans l'histoire
l'histoire de Dame of the Forest et c'est le tome 1. Alors, ce que je voulais... pourquoi j'ai choisi ce bouquin-là, c'est tout simplement parce qu'on y parlait beaucoup de nature et j'aime bien en ce moment lire aussi des choses qui se passent beaucoup dans la nature, où on décrit un peu tout ce qu'il y a autour, la forêt, tout ça. Donc en fait, on a Dame qui possède un don étrange et en touchant les gens, il peut faire pousser les plantes et elles vont grandir. Mais ce pouvoir, il finit par effrayer les gens de son village qui le repoussent. Le garçon qui ne semble ni vieillir ni grandir, donc par exemple quand il va avoir 20 ans, il aura toujours l'aspect physique d'un enfant de 8 ans, donc ça c'est dérangeant pour lui et même pour les autres, eh bien il est contraint finalement de s'isoler dans la forêt parce que avec cette sorte de don qu'il a, c'est compliqué de vivre avec les autres. Donc en tentant de comprendre sa malédiction, il fait une découverte des plus surprenantes. Au-delà des arbres verdoyants, le village qu'il a connu n'est plus que famine et sécheresse. Ce nouveau monde dépeuplé cache quelque chose et Dame est bien décidée à percer ce mystère. Donc là, vraiment, dans cette histoire-là, on y voit beaucoup... alors, au début, on nous explique un peu sa vie. Donc comment il vit, la détection de ce don, le fait que ça va engendrer des soucis pour lui, pour ses proches et pour le village. Du coup, il va s'isoler. Et en fait, on a une grosse partie du bouquin qui se passe dans la forêt, qui est très verdoyante, pas comme je l'ai lu. Mais en fait, le temps n'est pas forcément le même temps que nous. C'est-à-dire que lui, il vieillit pas comme nous. Et en gros, sa mère, elle est déjà morte depuis un temps, mais lui, il paraît être encore un enfant. Voilà, donc c'est pas le même temps que nous. Et il sait pas, en fait, que dans le village, c'est complètement la famine, la destruction, la sécheresse. Et quand il va aller voir là-bas, il va se demander, mais c'est bizarre, c'est pas normal. Et donc ça, c'est vraiment la fin du bouquin. Enfin, il y a plein de questions comme ça. Et en gros... le nouveau monde dépeuplé cache quelque chose, il est décidé à percer ce mystère. En gros, ça, c'est ce qui va se passer dans le tome 2. Ça, c'est vraiment la mise en place, la mise en bouche un peu de l'histoire, je pense. Donc, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. Celui-ci, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois, je pense. 2-3 mois maximum, je pense. Mais c'était assez intéressant, c'est troublant. On est un peu aussi dans un univers autre que le nôtre, parce qu'on a la réalité, mais on a aussi quelque chose qui nous dépasse, le temps qui n'est pas le même, lui qui a des dons. Donc à voir, je serais très curieuse de lire le tome 2. Je suis un peu sceptique, perplexe, plutôt perplexe que sceptique, mais si on me proposait le 2, j'aurais envie de le lire parce que je sais pas du tout ce qui peut se passer, en fait, ce qui a pu arriver à son village. Et ça m'intrigue beaucoup. Je vous laisse avec ce suspense-là et j'avance avec un tout petit album en carton pour les bébés ici. Donc dans la collection Sarba Bébé chez Sarbacane. Merci pour l'envoi. Oh, un ballon de croquis. Et ici, en fait, on a l'histoire d'un petit ours qui va trouver un petit ballon par terre. Voilà. En gros, il va le gonfler. Et à chaque fois, ça va faire du bruit. Et il va dire que c'est plus gros qu'une mouche, c'est plus gros qu'un poussin. Et en fait, au fur et à mesure, le ballon va grandir. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire. C'est sympa. Je pense que pour des petits enfants vraiment bébés, c'est sympa. Et alors, ce qui est vraiment sympa à faire avec ce bouquin-là, c'est les petits bruits. Les trucs comme ça. Sinon, ça sert à rien. C'est ça, les onomatopées qui vont intéresser les petits surtout. Donc ce petit album est sorti le 20 août. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des petits à côté de vous ou des enfants chez vous. Ensuite j'ai, je vais prendre les albums jeunesse. Donc pour des un peu plus grands, on a celui-ci que j'ai beaucoup aimé, c'est La Promesse de Catherine Grive et Anna Terral. Et Anna Terral. Donc toujours chez les éditions Sarbacane, et j'ai bien aimé cette histoire-là parce qu'on y parle de plein de choses différentes, c'est pour les enfants, mais les adultes, moi j'aime bien lire ce genre de trucs, donc je l'ai lu aussi, et franchement, si je le lisais là autour de moi avec des enfants, il y a plein de sujets sur lesquels on peut rebondir, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il est sorti donc le 20 août aussi celui-ci, et en gros donc on a, alors ce qu'on peut y parler, on y parle de chiens, d'animal de compagnie, des relations parents-enfants, des envies, des promesses qui sont faites. Et donc l'arrivée d'un chien vu sous un angle inédit, c'est un texte au plus près des désirs et de l'imaginaire de l'enfance.
Voilà. Et en fait, donc on a un petit garçon qui a demandé un chien à ses parents. Apparemment, ses parents ont certainement dit oui, mais le chien n'arrive pas. Et donc en fait, on voit un peu toute cette période où il pense à ce chien, ce qu'il pourrait faire avec. On en parle aussi à l'école avec les copains, tout ça, les promesses qui sont dites, mais qui ne sont pas forcément tenues. Et c'est vraiment très intéressant. Les illustrations sont assez jolies. Elles sont, enfin, pas assez, mais très jolies. Je trouve que c'est un peu des couleurs pastel. Et c'est vraiment sympa. Regardez, celle-ci, elle est magnifique. Donc là, ils sont à l'école. Donc par exemple, moi, mes parents m'ont fait une promesse, mais elle n'est jamais venue. Moi non plus, je n'ai pas eu ma console. Et moi, on n'est pas allé voir la finale de foot. Et moi, et moi. Et en fait, on se rend compte que tous les enfants sont dans cette situation-là. C'est que, alors eux envers d'autres enfants ou eux envers les parents et inversement, ben, souvent on dit des choses, mais on ne les fait pas. Et franchement, c'est vraiment sympa. Et ça peut être sympa aussi si jamais vous êtes dans une démarche où vous voulez adopter un chien et vous avez des enfants, ce type de choses-là. Ou si vos enfants veulent des enfants, mais si vos enfants veulent un chien mais vous n'en voulez pas, ça peut être aussi intéressant à lire. Enfin, on peut en fait le lire de différentes manières et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il est très 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 riche pour parler de plein de choses différentes. Voilà. Je le conseille vraiment vraiment. C'était une sorte de, un peu un coup de cœur pour moi finalement. Puis, j'ai Le baiser du soir, donc toujours aux éditions Sarbacane, de Clémentine Beauvais et Camille Romanetto. Voilà, et donc ici, en fait, on est dans une histoire où on a un enfant, un petit garçon qui est dans son lit et qui attend que sa mère vienne lui faire son petit bisou du soir avant de se coucher. Donc celui-ci, il est sorti aussi le 20 août, donc pour la rentrée littéraire. Et donc, on est aussi un peu dans l'histoire de l'attente, des détails, des perceptions et des appréhensions. Aussi, on y parle de... Alors, que du fond de leur lit, tous les enfants attendent le baiser du soir. Clémentine Beauvais restitue ici cette attente interminable, magnifiée par Proust, à l'ouverture de sa grande œuvre « Longtemps je me suis couchée de bonne heure », dans la forme courte de l'album, subtilement découpée pour mieux la sentir et l'éprouver. Et comme l'enfant se prend à vouloir retarder l'arrivée du baiser, car une fois qu'il sera là, il sera fini. Donc c'est un album qui à la fois rend hommage à la scène célèbre et parlera à tous et toutes sans avoir besoin de la connaître. Donc les auteurs se sont vraiment inspirés d'une œuvre d'adultes, et ensuite pour pouvoir l'adapter pour des enfants. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc au niveau des images, alors c'est texte à gauche, image à droite, illustration. C'est très simple. C'est très court les textes et c'est très clair, c'est très net. Alors c'est un peu plus sombre parce qu'on y parle forcément de la nuit, du noir, de l'attente avant d'aller se coucher. Et j'ai bien aimé, ça peut être sympa aussi si vous avez des enfants qui ont peut-être du mal aussi à aller se coucher ou qui ont besoin d'être rassurés, encouragés le soir avant de dormir. Ça peut être intéressant de pouvoir lire ce livre-là aussi. Au niveau affectif, ça peut être très 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 intéressant. Donc j'ai bien aimé aussi. Et un dernier livre, jeunesse, mais là on est plutôt pour des ados, même un petit peu en dessous des ados, 7 ans et plus, dès qu'on apprend à lire, qu'on peut lire des livres seul et bien sûr pas qu'avec des images mais avec du texte. Donc dès qu'on devient lecteur, on peut aller lire ce livre-là, ou alors on peut demander aux parents de les lire pour nous, c'est pas un souci, c'est pas très long. Les aventures folles de Jean Mose, gardien de cimetière, donc T-Rex et compagnie. Donc Jean Mose, il est avec son ami, sa copine, et en fait lui, sa maman, elle est gardienne de cimetière, et elle, son ami, son père est gardien d'un hôtel assez luxueux. Ils se voient souvent ensemble et puis ils font plein de choses, ils jouent ensemble. Et un jour, en fait, ils vont découvrir un coffre dans lequel il y a une sorte de squelette. Ils vont essayer de tout mettre ensemble, un peu comme un puzzle, et donc ils vont se rendre compte que c'est un T-Rex. Quand ils reviennent le lendemain, je pense, ils se rendent compte que ce T-Rex n'est plus là. Mais devant eux et sous forme physique comme s'il existait réellement. Et donc là, ils prennent peur forcément, et donc l'histoire va commencer un peu à partir de là. Qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont pouvoir l'amadouer ou pas, est-ce que le T-Rex va les manger et autres. Donc il y a toutes ces questions-là, c'est vraiment sympa, c'est bien fait. Je pense que les enfants qui commencent à lire ou qui ont envie de plus qu'un album jeunesse peuvent se le faire lire par leurs parents, et ils aiment beaucoup l'histoire, c'est vraiment sympa. Je pense que j'ai tout fait au niveau jeunesse. Après j'ai lu, alors j'ai pas lu, j'ai écouté, mais j'ai le livre en format papier si jamais j'ai envie de le lire un jour. C'est Emma de Jane Austen. Donc c'était un livre qui m'attendait dans ma pile à lire depuis un bon moment, un peu moins d'1 an je pense que je l'avais acheté finalement, donc ça fait pas trop longtemps, mais c'était quand même une grosse pavasse et j'arrivais jamais à le caler. Donc là je l'ai vu en audio, pareil sur Audible.
gratuitement, inclus dans l'abonnement, donc je me suis dit ça peut être sympa. Donc je l'ai lu vraiment sur tout le mois d'août parce qu'il était très long, il faisait 15 à 20 heures d'écoute, donc ce qui est quand même énorme. Donc je l'écoutais dès que je pouvais, quand je faisais les travaux, quand j'étais en voiture, quand je faisais du ménage, plein de choses comme ça, la cuisine. Et donc forcément au bout d'un moment, j'ai réussi à le terminer. C'était une histoire vraiment sympa, c'est pas forcément mon préféré de l'autrice, mais c'était pas mal. On est toujours dans une société où on a les riches, on a les pauvres, on a ceux qui vivent bien dans l'aisance, et donc Emma, elle est plutôt une fille d'un homme qui a de l'argent, qui ils sont bien. Elle ne veut pas se marier parce qu'elle veut pas être sous la coupe d'un homme, elle veut être libre. Et donc c'est un peu tout ça l'histoire, mais elle va être un petit peu une entremetteuse pour d'autres personnes. Soi-disant, elle est une très bonne entremetteuse, elle arrive à à trouver les partenaires des uns et des autres et pour qu'ils puissent être bien et combler les uns les autres. Mais on va se rendre compte que c'est pas toujours vrai, et notamment pour quelqu'un qu'elle aura sous son aile, une jeune fille qui n'est pas de son monde à elle, mais avec laquelle elle va quand même avoir des affinités, tout ça, donc elle va la prendre sous son aile et elle va essayer de l'aiguiller vers une personne, mais c'est pas forcément celle-là qui était la meilleure pour elle. Bref, ça va prendre un grand moment, et au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que elle n'a pas toujours raison, que la raison c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, l'amour c'est important aussi. Donc il y a toujours ces thèmes-là qu'on retrouve un peu dans les autres bouquins de Jane Austen. Donc si vous avez aimé les autres bouquins, Emma, vous allez l'aimer aussi. C'est une toute autre histoire, mais un peu avec les mêmes genres de thèmes. Et puis Emma, on s'y attache quand même si parfois j'avoue que j'avais envie de lui dire oh mais arrête là, c'est n'importe quoi. Donc c'était pas mal. On a aussi un ami de longue date qui est là à côté, qui la protège un peu, et qui est un peu plus mûr, qui est un peu plus âgé aussi, et qui va essayer de l'aider lorsqu'elle a un peu dans des idées qui sont pas vraiment bonnes. Il va essayer de l'aider à revenir sur le bon chemin, ce genre de choses. Franchement, c'était vraiment bien, j'ai bien aimé. Et puis je vais continuer à lire forcément les livres de Jane Austen puisque je les ai tous. J'en ai même reçu un là en version plus enfant. Donc à voir, Northanger Abbey, je sais pas si vous l'avez déjà lu, et donc je pense que je vous l'avais montré dans un vlog avec une jolie tasse, un beau marque-page, une édition reliée très très jolie, mais qui est adaptée pour les ados. Donc à voir, je vais le lire parce que ça m'intéresse bien de voir un peu comment ils l'ont écrit pour l'adapter à un audimat plus jeune, donc à voir. Et du coup je pense que je lirai peut-être la version originale aussi à côté, voir quelles sont les différences, est-ce qu'ils ont enlevé des choses, est-ce que le texte est plus simple, bref, ça peut être intéressant aussi de faire une analyse comparative. Voilà, donc c'était le seul classique que j'ai lu pour le mois d'août. Ensuite je vais vous raconter un peu les non-fictions, j'en ai lu que 2. Donc Dadino, l'affaire Chris Watts de Esther Hervey, aux éditions Litos et du Rocher, donc merci à eux pour l'envoi. Et franchement, quand je l'ai commencé, je l'ai lu en une journée ou 2 maximum, parce que ça m'a tellement pris aux tripes, c'était vraiment fort. C'est une histoire très dure, douloureuse, tragique qui est arrivée là en fait. Donc c'est un homme qui, je vais vous lire la 4e de couverture parce que j'ai peur de spoiler. Le 13 août 2018, Shannon Watts disparaît avec ses 2 fillettes de 4 et 3 ans. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé enterré sur un site pétrolier. Les 2 enfants ont été jetés dans des cuves remplies d'hydrocarbures. L'Amérique entière est saisie d'effroi. Chris Watts, le père aimant qui avait supplié à la télévision le retour de sa famille, est en réalité l'auteur de ce crime abominable. Il n'avait pourtant rien du tueur en série, ni psychopathe, ni violent, il menait une vie apparemment ordinaire. Alors qu'est-ce qui a poussé cet homme à exterminer les siens ? Dadino retrace l'affaire qui a bouleversé l'opinion publique américaine en 2018. Donc Esther Hervey, celle qui a écrit ce bouquin-là, donc elle a écrit des nouvelles dans des webzines, et elle a écrit 3 romans entre 2015 et 2018, et donc depuis 2019, elle se consacre aux grandes affaires criminelles, dont celle-ci, et en fait elle retrace un peu toute l'affaire, et c'est super bien fait. Il y a les SMS qui s'échangeaient entre lui et sa femme, c'est vraiment très bien détaillé, et on comprend bien l'enquête, comment elle a été menée, tout ça aussi. Elle a retracé un peu les interviews avec les policiers, et c'était super intéressant. Et en même temps, ça fait mal au cœur parce que c'est une histoire très tragique. Et c'est vrai que quand on voit un peu l'homme, comment il était, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il puisse faire cette abominable chose. Donc c'était vraiment très 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 intéressant. Après, si vous êtes trop sensible, n'allez pas lire ce livre-là, quoi. Mais il se lit très 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 vite. Après, alors une non-fiction, j'ai envie de dire... différentes. Alors c'est des non-fictions
sur des faits réels que je vous raconte. Donc là ici on a Harmonie volée qui a été écrit par Caroline Piketty, je vous en ai déjà parlé un petit peu, aux éditions de l'Archipel. Donc on est au printemps de 1945 et le retour des pianos pillés par les nazis. Et en fait ici on y raconte avec plein d'archives. En fait la personne qui a écrit ça, elle s'est documentée, elle a été faire beaucoup de recherches dans les archives et tout ça, et en fait elle a essayé de retracer les histoires des pianos qui ont été pillés par les nazis, surtout chez les juifs, mais pas que. Aussi chez d'autres familles. Et du coup, elle essaie de nous montrer un peu, à la fin de la guerre, il y avait des entrepôts, deux, trois entrepôts un peu à Paris, où il y avait que des pianos dedans. Et en fait, dans le journal, il y avait paru un petit encart où on disait que les gens pouvaient venir réclamer leur piano, quoi. Et donc, plein de familles ont voulu les récupérer, mais ils se rappelaient plus du numéro de série du piano, ou ils arrivaient à détailler comment il était tout ça, mais comme il y avait tellement de pianos qui avaient été volés, parfois ils les retrouvaient pas. Et elle, donc, elle a fait un peu ses petites recherches, elle nous a raconté plein d'histoires de plein de gens, plein de familles, et ce qui était bien, c'est qu'elle essayait de retracer un petit peu l'histoire de la famille qui a été déportée par-ci, par-là, ou pas forcément déportée, et au moment où ils ont essayé de demander leur piano, tous les pianos n'ont pas été restitués, n'ont pas été remis à toutes les personnes. De toute façon, toutes les personnes n'étaient pas toutes vivantes en 1945, plein sont mortes aussi. Et donc c'est quand même assez tragique. On y lit quand même pas mal de destins tragiques dans ce bouquin-là, mais c'est très bien documenté. Et de toute façon, après, à la fin du bouquin, elle nous fait la bibliographie. Elle a été vraiment chercher très loin pour écrire ça, et c'était très intéressant. Si ça vous intéresse ce genre de bouquin-là, n'hésitez pas à aller le lire. C'est aux éditions de l'Archipel. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Alors, elle a écrit plein d'autres livres aussi sur ces thèmes-là. Celui-ci, il est sorti en 2025, mais je ne saurais pas dire quel mois. Bref, c'est assez récent. Hop, je termine avec les fictions historiques et ensuite on verra si j'ai parlé de tous les e-books et audio, mais bon, restons là-dessus, j'en ai déjà pas mal. Alors celui-ci, c'est le plus récent que j'ai lu dans les fictions historiques, donc c'est La maison au nouveau-né de Adriana Allegri aux éditions City. Merci à Eric Poupé pour l'envoi. Cette histoire, je voulais tellement la lire parce qu'en fait on y parle des Lebensborn, les maisons au nouveau-né, donc des sortes de maisons où en fait en Allemagne, à la période de la Seconde Guerre mondiale, même un petit peu avant, on avait des sortes d'hôpitaux où en fait c'était des femmes qui venaient donc dans ces endroits-là pour pouvoir avoir des relations avec des soldats allemands, et en fait ils faisaient des bébés de race aryenne, quoi, de pure souche allemande, pour que la nation allemande soit vraiment une nation avec des enfants blonds, yeux bleus, ce genre de trucs. Et donc c'était un peu ça le rôle de ces maisons au nouveau-né là-bas, donc des Lebensborn. Et donc on en parle vraiment beaucoup dans cette histoire-là. Donc c'est sa première histoire à cette autrice-là, et franchement elle s'est beaucoup documentée pour écrire ça. Il n'y a pas énormément de bouquins qui parlent de ça, c'est des sujets qui sont un peu mis de côté, qui sont pas vraiment mis, on n'en parle pas tant que ça. Et donc ici, dans cette histoire-là, on est dans un paisible village allemand, et donc la vie d'Alina est idyllique. Elle travaille dans une librairie, elle passe ses week-ends avec ses amis, mais en 1938, tout change car elle est juive, mais elle ne sait pas ça qu'elle est juive. Une nuit, des membres du parti nazi font irruption et assassinent sa famille sous ses yeux, donc elle est toute seule. Déjà qu'elle vivait avec son oncle et sa tante, parce que ses parents étaient morts, donc ils l'avaient prise sur leur aile. La jeune femme échappe de justesse à la mort, mais ce n'est que le début d'un cauchemar. Elle va être violée par un officier SS et emmenée dans une de ces maisons au nouveau-né, donc un Lebensborn, un lieu où on force les femmes à procréer avant de confier les bébés à de bonnes familles allemandes. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle, même si elle ne sait pas qu'elle est juive, elle a déjà un caractère fort, où elle veut pas se laisser faire, où elle est pas d'accord avec plein d'idées nazies. Et en fait, le fait d'aller dans les Lebensborn, par exemple, c'est pas du tout pour elle, parce que elle est contre ces idées-là. Et en fait, elle va devoir se conformer à ce qui s'y fait et devoir travailler pour eux. Donc c'est pas évident parce qu'elle se sent pas bien là-bas, et elle, son idée, c'est partir. Elle va y rencontrer donc plein de soldats, et le problème, c'est qu'elle est traumatisée par les hommes, et surtout par les hommes en uniforme, les soldats, parce que elle a été violée, elle a été battue, ce genre de choses, lorsqu'ils ont assassiné tout le monde dans son village. Donc dès qu'elle voit des soldats, elle a des crises de panique, ce genre de choses, elle se sent mal. Mais elle est obligée de les côtoyer, et elle va devoir être une femme qui va devoir enfanter, quoi. C'est ce qu'ils veulent d'elle en fait, mais elle ne veut pas.
Elle va rencontrer un de ces hommes-là qui s'appelle Karl. Et donc lui, il a aussi quelques secrets et il n'est pas méchant avec elle. Alors on ne sait pas s'il a des idées derrière la tête. Donc elle se méfie beaucoup. Et donc on va voir en fait dans l'histoire si elle peut se fier à lui pour le fait qu'elle veuille s'enfuir, qu'elle veut aider ses enfants parce qu'il y a des choses abominables qui s'y passent. Mais elle est vraiment entre deux là parce qu'elle a peur, c'est un soldat, il a un uniforme, et du coup, ses idées qui sont contre les nazis, est-ce qu'elle peut en parler devant lui? Bref, voilà, il y aura tout ça qui va se passer, et c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a une sorte de double temporalité dans l'histoire, mais c'est vraiment pas le plus important. J'avais discuté avec l'autrice après, quand j'ai terminé le bouquin, et en fait, elle voulait pas que la deuxième partie d'autre temporalité soit au-dessus de l'histoire d'Alina. Donc en gros, Alina, en fait, quand on commence le roman, si je me trompe pas, on est plus tard, quand elle est vieille, et donc elle a eu une fille, et cette fille-là, en fait, elle a découvert des choses dans l'armoire de sa maman, elle s'est blessée, et donc elle a vu des photos avec le signe nazi, la croix gammée, et donc c'est à partir de là, en fait, qu'on va dans le passé d'Alina. Et à la fin, on revoit le temps présent, mais c'est vraiment pas le plus important, et c'est ce que l'autrice me disait, que le plus important, c'était vraiment ce qui s'est passé avec Alina. Et qu'on comprenne un peu aussi le contexte, quand elle est vieille aussi, ce qui s'est passé pour elle par la suite. Mais vraiment, on est à l'époque où elle est au Lebensborn, c'est vraiment ce qui est le plus important pour l'histoire. Et l'autrice, elle est très très sympa parce que je lui ai écrit 2-3 messages sur Instagram et franchement, elle répond, elle est très au taquet par rapport à ça et c'est super sympa parce que je me posais 1 ou 2 questions comme pourquoi la double temporalité, on voit pas trop l'histoire avec sa propre fille après dans le futur, et c'était vraiment sympa de pouvoir avoir ces petites ses avis à elle par rapport à ça. Et ça se comprend bien, et il faut faire des choix aussi. Donc non, c'était vraiment une très 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 bonne histoire. Je vous le conseille si vous voulez en savoir plus sur ça. Ensuite, j'ai lu Traverser les tempêtes de Virginie Bégodeau aux éditions Jeanne et Juliette, dont je suis partenaire. C'est l'auditrice Virginie Bégodeau, et donc son premier roman, si je me trompe pas. C'était vraiment sympa. On a une femme forte dans cette histoire-là. C'est, comment elle s'appelle déjà ? Gabrielle, qui est, donc ça se passe à La Rochelle en 1838, c'est une héritière d'armateur et elle, tout ce qu'elle veut, c'est être capitaine de navire. Mais on sait qu'à cette époque, les femmes ne peuvent pas faire ce genre de boulot et dans tous les cas, elles ne travaillent presque pas, les femmes. En tout cas, les femmes de bonnes conditions, non, elles sont à la maison, elles vont gérer un peu toutes les petites soirées, ce genre de choses, mais elles ne vont pas mettre la main à la pâte. C'est pas pour elles, quoi. Et en plus, donc, sa famille, lui, choisit son futur mari, c'est pas elle qui peut choisir, donc c'est mariage arrangé, tout ça pour arranger les choses de la famille, pour l'héritage, tout ça. Donc, on en est un peu là, et elle veut pas du tout suivre ce qui a été décidé pour elle, le destin qu'on lui destine et qui n'est pas le sien, parce que elle veut. Donc voilà, toute l'histoire, elle va être là-dessus, où elle va un peu être dans la rébellion, où elle va essayer de s'émanciper de tout ça. Et donc il y a énormément d'actions, il y a plein de rebondissements, il y a plein de gens qui vont tourner autour d'elle, dont un capitaine qui s'appelle, je pense qu'il écrit là, Quentin, qui a aussi un passé trouble, des secrets, et qu'on va apprendre à connaître par la suite. Donc les deux vont se rapprocher aussi, il y aura une romance, tout ça. J'en dis pas plus, c'est vraiment une très 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 bonne histoire si vous voulez lire une fiction historique dans le domaine un peu maritime, avec à une époque donc qui n'est pas la nôtre, où vous voulez voir un destin de femme qui se lève, qui prend les choses en main. Franchement, vous pouvez lire ce livre-là, c'est très bien écrit, on est très immergé dans l'histoire, très fluide, la plume est très fluide. Bref, j'ai pas grand-chose, j'ai rien de négatif à dire, ça se lit vraiment très très bien, quoi. Je vous le conseille. Ensuite, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi et dans lequel j'ai versé quand même pas mal de larmes, je l'ai lu en lecture commune avec Mélanie. Mélanie, n'hésite pas à mettre un commentaire pour donner ton ressenti sur ta lecture à toi. Donc Les Orphelins de Philadelphie, de une autrice que j'aime énormément, Hélène Marie Wiseman, dont je vous ai déjà parlé. Allez voir la vidéo où j'en parle vraiment spécifiquement ici. Donc c'est le 3e roman de cette autrice que je lis et franchement, c'est pas le dernier, j'en ai encore 2 qui m'attendent. Donc ce qu'elle a laissé derrière elle et Les Enfants de la mine, je dois encore lire. Je les ai, donc voilà. Ici, on est en automne 1918 et on a Pia, qui est une jeune immigrée allemande de 13 ans qui vit avec sa famille dans un quartier pauvre de Philadelphie. Alors il y a une grande fête, ils vont célébrer la fin de la guerre et en fait il y a la grippe espagnole qui sévit et il y a beaucoup de gens qui vont mourir à partir de là, il va y avoir une propagation de ce virus et énormément de gens vont mourir, ça se fait très rapidement, quelques heures, quelques jours les gens meurent et donc c'est très 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 compliqué. Sa maman va mourir
et elle a des frères jumeaux, elle va devoir aller chercher à manger tout ça, et quand elle revient, ses frères jumeaux ne sont plus dans la maison, et là elle est complètement démunie, elle sait pas quoi faire, et bien quand elle rentre à la maison, c'est plusieurs jours après, et encore parce qu'elle a dû fuir, parce qu'en fait lorsqu'elle est allée chercher à manger, elle est tombée dans les pommes, elle était pas bien, et elle est tombée malade, elle a eu la grippe, mais elle n'est pas morte, elle a été recueillie dans un pas l'orphelinat, mais dans un endroit qui est dirigé par des sœurs, et elle va réussir à s'enfuir à un moment donné. Donc justement c'est là où elle va se rendre compte que ses frères ne sont plus là, et enfin elle sait pas où ils sont, il y a juste quelqu'un qui a laissé un mot qui a dit vous n'auriez jamais dû faire ça, c'est grave de laisser des petits bébés seuls quoi. Et elle avait pas le choix, elle devait les nourrir. Donc ouais, c'est une grosse histoire comme ça, où en fait pendant toute l'histoire elle va essayer de retrouver ses frères. Il y a son père qui est à la guerre, est-ce qu'il est revenu, elle ne sait pas, et en fait elle n'est plus maître de sa vie, parce que elle est ballottée par la police, elle est emmenée donc chez les sœurs, elle est obligée de rester là-bas, elle va rester jusqu'à presque sa majorité, et ensuite elle va devoir aller dans une famille pour travailler pour eux. Donc en gros elle ne peut plus réellement vivre pour elle-même, et faire ses recherches, c'est très compliqué. Donc voilà, l'histoire, elle est vraiment là-dessus, où elle est vraiment dans plein de malheurs différents, et ce qui est vraiment sympa, c'est que y a de l'espoir à la fin, j'en dis pas plus, mais qu'est-ce que c'était bien. Quand j'ai commencé les premières pages, j'étais tellement contente de pouvoir retrouver la plume de l'autrice, et j'aime vraiment beaucoup, et franchement, c'était une histoire qui nous parle un peu de la grippe espagnole aux États-Unis, donc après à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, c'est une période que je connaissais pas forcément, j'en ai peut-être entendu parler ou l'ai étudié vite fait, mais bon, c'est pas resté dans ma tête, en tout cas si je l'avais vu. Donc franchement c'était super sympa, j'ai trop bien aimé, je vous le conseille si vous avez envie de lire une fiction historique forte, allez lire ça. Un autre livre à lire aussi, c'est Seul le vent connaît mon nom de Isabelle Allende, donc toujours aux éditions City, et merci à Eric Poupé encore pour cette histoire. Donc on est à Vienne en 1938, on a Samuel qui a 5 ans lorsque son père est sauvagement assassiné pendant la nuit de cristal. À partir de là, sa famille veut le sauver, et donc ils vont l'emmener en Angleterre avec plein d'autres juifs. Donc il va être élevé là-bas, dans un endroit où il n'y a que des juifs, puis ensuite dans une famille, tout ça, et en fait il va jamais retrouver ses parents. Et on va voir l'histoire qui va durer très longtemps, on le voit quand il est très vieux. Et en parallèle de ça, il y a une autre histoire avec une fille qui est du Salvador, je pense, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Anita. Et sa mère monte elle aussi dans un train qui va fuir la violence du Salvador pour trouver un asile aux États-Unis. Ça va être très compliqué. Elles vont être séparées. Anita va vivre vraiment des moments très durs, parce qu'elle est aussi malentendante. Non. Elle est... je sais plus si elle est malentendante ou malvoyante, l'un des deux, et du coup c'est compliqué son quotidien, parce que forcément il faut des adaptations pour ça. Donc on a un peu en parallèle ces deux histoires, donc de Samuel quand il est petit, et puis ensuite quand il est plus vieux, et cette jeune salvadorienne. C'est vraiment sympa comme histoire. Il y a juste un moment où c'était un petit peu longué au milieu, mais j'ai bien aimé, la fin est très bien aussi, il y a des bonnes choses à prendre là-dessus. Donc si vous aimez un peu les fictions historiques sur ces thèmes-là, donc un peu lui au niveau de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur quelque chose qui s'est passé de très grave au Salvador, des tueries, on n'en parle pas forcément, ou très peu, et donc c'est très intéressant, je vous le conseille. J'ai oublié pour jeunesse Étoile fuyante de Marc Ceaso aux éditions Scrinéo. C'est un SP pour NetGalley, et franchement c'était très bien. Ça se passe dans le camp des Milles, dans le sud de la France, une fille qui va essayer de sauver des juifs dans le camp des Milles. Elle n'est pas juive, donc elle peut y entrer, elle va aider, elle fait de la couture, tout ça, et elle va essayer d'aider certains juifs à s'enfuir. C'est vraiment bien, c'est très bien écrit pour les ados, je le conseille vraiment, je vous mets l'image ici. J'ai lu une romance Entre ici et toi qui est vraiment bien, c'est écrit par cette dame-là, c'est une green romance aux éditions Kairos, et franchement c'est sympa, je vous mets le résumé, n'hésitez pas à aller lire aussi, c'est une romance très jolie, avec une belle histoire, franchement on en ressort bien de cette romance, c'est des belles valeurs qui sont communiquées. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai lu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez lu au mois d'août, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Est-ce que vous avez un livre à me conseiller? Est-ce que dans tous les livres que je vous ai présentés, il y en a un qui vous fait de l'œil, que vous avez vraiment envie de lire? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu. Ça fera grandir la chaîne et ça me fera vraiment plaisir. Merci à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était les mots d'or, c'était Aurélie. À très bientôt.